Bon, c'est cool que tu sois revenu sur le podcast. Tu sais que la première chose que je me suis dit, c'est que tu es retombé dans le fait de faire des intros. Qui ça, moi ? Ouais. Ah bah, je fais ce que je peux, hein, écoute. Mais il y a quand même un autre enjeu. Il y a moi qui dois arrêter de faire des intros. Mais en fait, parce que c'était compliqué, même avec les gens du studio, ils savaient pas trop quand est-ce que ça commençait et tout ça, c'est pour ça. Mais Tout le trick, c'est là. Ouais, je sais, mais bon, écoute. Mais toi, arrête d'essayer de retourner le truc. Parce que la première chose importante, c'est tu es de retour sur le podcast après quelques mois de bannissement, Mais ce que j'allais de dire. punition. Pourquoi on t'a puni ? Dis-le aux auditeurs. On m'a puni pour délit de... Comment on dit maintenant c'est la liberté d'expression, c'est freedom of speech. Attention là, fake news. Donc voilà, on a Parce que tu voulu disais trop de gros éteindre mots. mes opinions politiquement incorrectes. Dans cette atmosphère, voilà, tout le monde sait que j'ai des penchants pour certaines idéologies. Non, c'est pas ça du tout. On adore tes opinions. C'est parce que tu dis trop de gros mots. Non, mais en vrai, on t'a pas puni pour ça. C'est juste qu'on s'est lancé dans les séries et il y avait plein d'invités sur des sujets. Et j'en suis très content de tous ces invités. Oui, tu y as participé. Non, mais je me suis dit justement récemment, je me suis dit, tiens, ça me manque d'enregistrer avec Raph. Même j'ai eu pas mal d'auditeurs qui me disaient « Ah, ça fait longtemps que t'as pas fait un épisode avec Raph, on aimait bien, vous vous chamaillez. » Il y en a plein qui m'ont dit ça, on se chamaille et que c'est rigolo. Donc, te revoilà. Et le but un peu d'aujourd'hui, on s'est dit, c'est de faire un peu... On est un peu à mi-parcours de la saison. En tout cas, on a bien entamé cette saison 3, qui, contrairement aux autres saisons, vraiment aborde des thèmes définis sur plusieurs épisodes. Et on s'est dit que ce serait cool de faire un épisode tous les deux où, finalement, toi, tu es un peu auditeur. Tu dis un peu ce que tu as compris, ce que tu n'as pas compris, ce que ça t'a servi. Et puis aussi voir un peu qu'est-ce qu'on en pense, nous, de tout ça. Où est-ce qu'on en est avec cette saison 3 ? Exactement, moi j'ai quelques questions... d'auditeurs pour toi. Carrément. Super, bah déjà peut-être avoir nos feelings et on peut commencer par le tien sur parce que je sais que toi tu m'en parles beaucoup, mais je pense que c'est important aussi pour les auditeurs que eux ils ont vu un peu la mue quand même du podcast qui était tournée vers ton réseau d'entrepreneurs, un peu comme tu disais dehors la Startup Nation, là vers des thèmes qui sont beaucoup plus proches de moi, la Mounia que je connais au quotidien et de ce qui te passionne aujourd'hui. Comment cette transition se passe pour toi ? C'est à la fois génial et à la fois un peu inconfortable. Alors, en fait, ce qui est génial, c'est que comme ces sujets-là, mais c'est plus que ça me passionne, en fait, ces sujets-là qu'on aborde dans la saison 3 et qui viendront même aussi après, je pense, ça m'appelle. C'est plus que ça. Donc, je ne peux pas m'empêcher, entre guillemets. Ce qu'on voit, les gens qui me connaissent au quotidien savent que, limite, je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Et quelque part, pouvoir, en plus, inviter des experts, inviter des gens qui m'apprennent des choses sur ces sujets-là ou qui me touchent sur ces sujets-là, enfin, je m'éclate, franchement. Je m'éclatais déjà dans les saisons précédentes, mais là, c'est incroyable. Et surtout, je touche du doigt que je suis qu'au début d'un truc. Donc ça, c'est cool. Ce qui est inconfortable, c'est que je ne sais pas à quel point j'assume vers où je vais. Et notamment, que ce soit avec le podcast, mais je vois bien qu'en fait, le podcast me sert de prétexte pour aller dans des sujets que j'aime bien appeler plus perchés, on va y arriver, et que je le fais de façon assez safe parce que j'invite des gens. Donc, mais la réalité, c'est que je suis en train d'y aller big time sur ces sujets-là, et c'est que le début. On rigole quand on brainstorm sur les trucs qui vont arriver, et en vrai, j'assume pas non plus à 100%. Écoute, le podcast, en tout cas, me permet d'y aller à mon rythme, graduellement. Et ça, en fait, c'est une zone de débat qu'on a tous les deux. Parce que toi, tu assumes en privé, en tout cas à fond, ce côté perché. Même ça fait partie, d'ailleurs, on pourrait même le dire, de ce qu'on a défini comme le manifesto, tu vois, de 108 milliards, avec ce côté très pragmatique, avec la méthode, très pratico-pratique, très scientifique, et des aspects plus perchés des accompagnements qu'on vit nous, et puis que peuvent vivre les gens qu'on accompagne. Et là-dessus, moi, ça fait plusieurs fois, en tout cas depuis qu'on en parle, où je te dis mais vas-y à fond, parce que dans mon esprit, enfin même pas dans mon esprit, dans mon expérience, tout le monde a un rapport avec des expériences plus ou moins perchées. Et dès que tu commences à parler, alors ça peut être de la voyance, ça peut être on fait des constellations familiales, mais ça peut être aussi d'avoir vu un énergéticien, enfin bref, tout le monde globalement, en tout cas, que je rencontre,
à une expérience et à un moment donné une validation qu'il y a des choses qu'on peut pas expliquer et que c'est comme ça et que c'est ok et que même qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est pas vraiment le sujet. On l'a expérimenté, ça a marché pour beaucoup. Pour d'autres, un autre truc n'a pas marché, mais peut-être quelque chose d'autre a marché. Et donc, pour moi, c'est un peu... c'est totalement OK dans le sens où on est tous là-dedans. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Alors moi, en plus, la lecture que j'ai, c'est que c'est pas des choses qu'on ne peut pas expliquer. On peut pas les... En tout cas, à l'instant T. Et pour moi, c'est juste une question de temps. On peut pas forcément les valider de manière rigoureuse, scientifique, etc. Je me souviens que quand j'ai démarré l'épisode... avec Rebecca Cremonini sur les constellations familiales. On a rigolé toutes les deux. On s'est dit, bon, dans la tagline du podcast, il y a qui aborde des sujets avec un angle scientifique et pragmatique. Je lui ai dit, nous, on va s'attacher au mot pragmatique aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire, oui, effectivement, ce n'est pas des choses... mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien expliquer, qu'on ne peut pas se faire une compréhension d'une certaine manière de ce qui se joue. Et après, effectivement, à partir du moment où ça intéresse et que ça marche... c'est aussi la question qu'on peut se poser. Donc, où est l'inconfort, du coup, par rapport à ce que tu disais, vu que par rapport à mon opinion, que tout le monde y a recours un jour ou l'autre, tout le monde connaît des gens. Bon, en tout cas, tout le monde s'intéresse. Tout le monde s'intéresse, ça c'est sûr. Pas tout le monde, mais en tout cas, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse. Donc ça, la voyance en France, c'est un truc énorme. La voyance, moi, c'est pas trop mon truc, pour le coup. Non, je sais, mais pour te dire que dans l'astrologie, en France, c'est un marché énorme, le nombre de gens qui dépensent de l'argent là-dedans. Oui, mais justement... Pourquoi alors? D'où la réticence, c'est que moi, j'ai pas du tout cette approche-là. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont complètement de l'arnaque dans tout ça, et que c'est un peu vendre aux gens du rêve ou Et t'as peur d'être mise dans cette catégorie-là? J'ai peur de participer, parce que moi, je vais pas être mise, vu que de toute façon, je fais pas ça, mais j'ai peur de participer à un truc. Alors que je sais qu'il y a un autre angle que moi, je connais bien et que j'expérimente, que ce soit à titre personnel, mais même quand je vois les gens autour de moi, qui est pas du tout de l'arnaque, etc., et qui est très intéressant, même si on comprend pas tout. Et c'est ça que j'ai envie de montrer. Mais voilà, je me dis, allons-y tranquille, et voilà, je veux pas aller dans le côté obscur de la force, on va dire. Est-ce que ce qui est inconfortable aussi, c'est que quand on vit ces expériences-là, on vit quand même des choses très profondes, et c'est des expériences qui disent beaucoup de nous, mais à un niveau d'intimité très élevé. L'intimité que tu partages dans une constellation familiale, tu vois, c'est pas une discussion de potes au comptoir, quoi, tu vois. Et est-ce qu'il y a aussi, du coup, dans le partage dans un podcast de manière publique, aussi un niveau d'intimité qui est pas beaucoup plus fort? Honnêtement, alors j'ai sûrement des choses que j'ai pas envie de partager. Il y a même des choses, je pense, je préférais m'arracher un bras que de les partager en public. Évidemment, on a tout ça, mais je suis plutôt quelqu'un qui partage. D'ailleurs, si tu veux, aujourd'hui, je peux y aller. Il y a pas de ça va. Et d'ailleurs, je pense que c'est une force justement parce que beaucoup de gens me disent, comme tu partages, on se détend, et nous aussi, ça nous complètement. permet. Donc ça, j'ai pas de. Mais juste peut-être pour expliquer un peu à nos auditeurs, parce que là, ça peut être un peu cryptique. De quoi on est en train de parler, là, de machin. Globalement, je vais vous partager une partie de mon élan vital. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un élan vital, j'avais fait un super épisode avec Martin Serralta, vous pouvez le trouver dans la saison 2, à la fin de la saison 2, sur ce que c'est que l'élan vital. Il y en a d'autres qui appellent ça la raison d'être, mais globalement, c'est ce qui nous meut, c'est ce qui vraiment, qui a à l'essence même de notre envie de vivre, quoi. Enfin, quelque part de ce les Japonais disent Ikigai, c'est ma mission, c'est pourquoi exactement. je suis là. Alors l'ikigai, c'est encore plus complexe que ça, parce que l'ikigai, c'est la rencontre entre ma mission, etc., et ce que les gens sont prêts à payer pour, et ce à quoi je suis bon. Ils arrivent à... C'est intéressant de se dire le dénominateur commun. Toi, tu fais la différence, mais pour plein de gens, c'est déjà... Si vous avez le concept global, c'est déjà bien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très profond en soi, qui peut évoluer d'ailleurs. Enfin, vous réécouterez l'épisode si ça vous intéresse, mais qui est là. Et il n'y a pas longtemps, j'ai reformulé mon élan vital d'une façon qui m'a beaucoup plus parlé et touchée, parce que je pense que quand je l'avais fait avant, c'était un peu scolaire. Et dedans, il y a quand même qui fait le trait d'union entre le perché et le concret. Donc effectivement, d'un côté, et ça se reflète vachement dans, je trouve, les accompagnements de 108 milliards, et en tout cas dans les miens en particulier, je suis très business, je suis très concrète, et j'aime bien. Et d'ailleurs, voilà, les neurosciences, le cerveau, les frameworks et tout ça, c'est hyper important pour moi. Mais pour moi, justement, le but, c'est aussi de faire un trait d'union avec quelque chose que j'appelle perché, je sais pas trop comment. Mais en vrai, on pourrait parler de spirituel, mais pas dans un sens forcément religieux, même si justement, pas sans aller prendre les religions au pied de la lettre, ça, effectivement, je vous le cache pas, ça m'intéresse moins. Mais je trouve que dans
la vie spirituelle, il y a énormément de choses. D'ailleurs, t'as des épisodes qui arrivent là-dessus. Oui, carrément. Mais j'irai même plus loin. Pour moi, si on devait tracer une courbe du développement personnel, ce qu'on pourrait appeler le développement personnel, il y a, au début, je suis mal dans mes pompes et j'ai envie juste de me sentir bien, d'avoir confiance en moi. Ensuite, il y a j'ai envie de me réaliser, j'ai envie d'être heureux ou de faire des choses qui ont du sens. Mais à un moment, pour moi, le chemin spirituel, c'est juste la suite de ça. Après, voilà, chacun... Donc, c'est dans un sens comme ça. C'est pas forcément... Et pourquoi je disais tout ça ? Donc, voilà, dans mon truc, il y a vraiment... Donc, pour moi, entre le perché et le concret, c'est un peu ça. Et je sais que c'est dans mon élan de vie de faire le pont entre les deux. Et après, il y avait aussi entre le sacré et le profane. Donc, tu vois, donc il y a quand même des mots comme ça que j'assume complètement maintenant dans ma vie privée, ça c'est sûr. Au niveau de mon boulot, je l'assume. Et d'ailleurs, c'est intéressant, ces derniers temps, j'attire à moi des clients qui ont besoin de ce trait d'union, qui savent, en fait, pour moi, si je caricature un peu, c'est ok, on va être hyper concret, hyper business, machin, et j'adore. Tu vois, par exemple, avec beaucoup de mes clients, je les détends parce que j'ai une façon de parler de la relation à l'argent qui est tellement détendue que je leur dis bah ouais, c'est bien, moi j'aime bien gagner de l'argent, c'est pas, tu vois. Mais en fait, vraiment être sûr que il y a plus sur cette terre que ça. Donc par exemple, des gens qui vont juste regarder la partie concrète, bah, je peux les accompagner, je peux discuter, mais je vais vite m'ennuyer, quoi. Enfin, au bout de quelques mois, c'est bon. Et il me faut les deux. Et donc, pourquoi j'assume pas. Je pense que je suis en train petit à petit d'assumer, mais ça se fait en chemin. Et je pense que le podcast, c'est cool parce que ça me permet d'y aller à mon rythme. Parce qu'on est aussi dans une société où on a tellement valorisé le mental versus, par exemple, l'émotionnel. Ce matin, on était en formation pour les coachs. On a fait un truc sur les émotions. J'aurais dit, mais pour moi, c'est pas possible de parler de cerveau et de neurosciences sans parler d'émotions. Il y en a certains qui étaient étonnés. Et limite, ils s'étaient soulagés. Ils disaient, ah, ouf, on ne savait pas si on avait parlé d'émotions sur une formation de coaching très neurosciences. Je dis, bah, voilà. Mais donc, si tu veux, on a tellement valorisé le mental, la raison, le rationnel. Moi, par exemple, j'adore discuter avec des gens qui sont... Pour moi, il y a les religieux intégristes et il y a les rationnels intégristes. En fait, se dire, on a plein de systèmes de croyances. Et l'idée, c'est de ne pas confondre nos systèmes de croyances avec la vérité. Mais il ne faut pas non plus sacraliser le chemin qui prétendrait avoir zéro spiritualité et zéro sacré. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je raconte. On ne peut pas être que dans le pragmatisme, dans le concret, dans le scientifique. Peut-être qu'on peut. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Et encore moins au niveau du podcast. Donc voilà un petit peu je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Je pense que ce qui va être clair, c'est les prochains épisodes et ce que tu vas être capable de développer sur ces sujets-là. Tu vois, on t'a parlé des constellations familiales, mais il n'y a pas que ça. Il y a le sujet du couple libre. Moi, j'ai reçu pas mal de messages d'amis, de gens qui ont écouté cet épisode et à qui ça a fait un... Donc ça, c'est l'épisode avec Ityung Nguyen qui est sorti le 14 février. Qui a fait un boom, tu vois, pour eux, où ils se sont sentis compris, tu vois, où ils se sont sentis entendus. Et ça, c'est un sujet qui génère beaucoup de fantasmes chez les gens parce que c'est souvent assez incompris, finalement. Et si on parle de la voyance, c'est pareil, il y a beaucoup de fantasmes, mais finalement, c'est assez incompris. Ça, tu connais mieux le sujet que moi, je pense. Tu vois. Bien sûr. Mais alors, juste pour rester sur le sujet, sur le couple libre, justement, ce que j'ai trouvé génial avec Ityung, c'est qu'elle n'est pas venue nous dire c'est génial, tout le monde devrait être en couple libre. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est amener de la nuance et toujours la même chose. Enfin, finalement, moi, si je devais résumer ma vie ou ce que j'ai envie de faire avec le podcast, c'est permettre aux gens de se poser quelques questions et amener de la conscience. Et il y a plein de choses. Typiquement, là, par exemple, j'étais en train de travailler sur un truc écrit qu'un de mes clients a rédigé et je lui ai juste fait prendre conscience par mes questions qu'il y a des choses qu'il prend pour des vérités qui ne touchent pas et qui, du coup, en fait, lui génèrent beaucoup de souffrance, notamment sur la vision du couple, etc. Et je lui dis, mais mon seul job, c'est pas de lui dire qu'il faut faire autrement, il faut aller dans un couple libre ou pas. Ça convient pas à tout le monde et c'est justement ce qu'a montré Ityung, c'est que c'était plus complexe que ça. Mais c'est de lui montrer que c'est optionnel et qu'il se pose la question. Je sais pas si ça... Si, mais pour moi, c'est la même chose finalement sur le rapport au perché. Dire que les constellations familiales,
dire que ça existe et expliquer ce que c'est réellement sans les artifices, sans le côté justement marketing ou je sais pas quoi, mais avec un truc très pragmatique comme l'a fait Rebecca, ça permet à la fin du podcast de dire ok, est-ce que j'ai envie de tenter l'expérience ou est-ce que je trouve ça super que certains le fassent, mais moi ça m'intéresse pas. Ouais. Tu vois. Et puis justement, j'ai adoré aussi la façon dont Rebecca l'a fait. C'est ça les invités que j'ai envie d'avoir, c'est d'aller parler de sujets qui peuvent être considérés comme à la frontière, mais avec un pragmatisme énorme. Et d'où finalement, là, je recoupe avec mon introduction, c'est que moi je vois pas l'inconfort là-dedans. Pour moi, c'est hyper naturel. Et un autre sujet, finalement, qui est dans les thèmes de cette saison, qui est la mort, où finalement, tu as cette posture-là qui est super, qui est de dire, en fait, il n'y a pas à être inconfortable vis-à-vis de ce sujet-là. C'est un sujet qui nous concerne tous. La spiritualité, que tu sois connecté ou pas, ça te concerne, parce que ça concerne l'ensemble des humains. Oui, c'est une dimension de notre vie. Exactement. Et donc, le fait de mettre de la conscience là-dessus, d'aller explorer, de te poser des questions, d'avoir des discussions ouvertes sur ce sujet-là. Tout ça, c'est que amener de la lumière sur des choses hyper importantes. Ah bah écoute, j'y vais, alors je mets l'accélérateur, c'est ça que tu me dis ? Vas-y à fond, c'est exactement. Parce que là, j'ai les idées que j'ai, c'est que j'ai envie d'inviter un exorciste, ouais, quelqu'un qui a eu une expérience de mort imminente. Ouais, bien sûr, ça c'est sûr. Ouais. Même sur les sorties de corps, tu vois, il y a aussi des trucs. La relation aux morts, avec notamment les médiums qui peuvent parler avec les âmes, tu sais, qui peuvent faire des dialogues. Ouais, mais ça, tu vois, typiquement, moi, j'ai jamais été voir un médium pour parler avec des âmes. J'y crois pas trop, quoi. Mais c'est ça qui est super, justement, en fait. Ouais, c'est vrai. Fais-le avec cette posture que tu peux avoir de pragmatisme et un regard critique sur le truc, et laisse la personne s'exprimer. Regarde, là, tu vas inviter un prêtre, un rabbin et un imam. De ce que je sache, t'es pas dans les trois religions, tu vois, et t'y crois pas à fond à chaque chose. Oui, mais justement, j'essaye d'inviter des gens qui ont un discours ouvert. Tu vas inviter quelqu'un qui va avoir un discours ouvert. On se doute bien que tu vas pas nous inviter un huluberlu qui est complètement sur... Tu vois, il faut que tout le monde le fasse. D'ailleurs, Rebecca, elle dit pas qu'il faut que tout le monde fasse des constellations. Itiong dit pas qu'il faut que tout le monde soit en couple libre. C'est ça qui est super. Ouais, t'as raison. Donc voilà. Et sur la mort, moi, j'ai trouvé que c'était hyper puissant. Parce que d'ailleurs, j'ai aussi eu des retours de gens qui se disaient, en fait, c'est fou comme ce sujet dont on ne parle pas assez, ceux qui en parlent le font avec autant de vie et autant de gratitude et autant de bonnes ondes, de bonnes vibrations. Qui font qu'en fait on a envie d'en savoir plus, d'en parler plus, d'être plus dedans. Et moi j'en parle plus aussi maintenant, tu vois. Ouais, mais justement, alors raconte un petit peu toi parce que on a commencé cette saison. Moi je te dis c'est hyper important qu'on parle de la mort pour toutes les raisons que je dis à chaque épisode, on n'en parle pas assez et tout ça. Et toi, ça t'a touché particulièrement ? Tu as envie d'en parler ? Moi au début, moi je vais te dire, le truc sur la mort, c'est que je voyais en effet l'intérêt, mais je ne le comprenais pas. Donc, c'est peut-être des trucs où tu dis oui, mais en vrai, ça n'a pas percuté. Par contre, je savais que Clémentine, je la connaissais déjà. Donc Clémentine Piazza, avec qui on a inauguré la saison. Voilà, et donc j'avais déjà son point de vue sur le truc. Je connaissais aussi le tien, et je savais, en vous écoutant, je me disais, bien sûr, c'est super, mais je connectais pas. Okay. Et dans ces moments-là, tu sais très bien que la vie nous met toujours un peu des événements sur notre route, justement, pour nous ouvrir un peu les chakras, en tout cas si on est prêt à les accueillir. Et il se trouve que moi, ça fait plusieurs années que dans mes écritures ou dans ma visualisation ou dans mes objectifs de l'année, je parle de mon grand-père et du temps que je passais avec lui. Donc ça fait partie de chaque fois de ce que j'écris, et j'ai beaucoup visualisé le fait de passer du temps avec lui. Et finalement, j'ai trouvé un peu la martingale, parce que mon grand-père... à 93 ans, chaque fois que je lui disais viens passer un week-end en Bretagne, viens faire un truc, je voulais qu'on fasse des activités ensemble, il disait non, je peux pas m'éloigner parce que ma grand-mère est en besoin de retraite, et il avait peur que si elle parte, il soit pas là, tu vois. C'était ça, son énorme peur. Sa phobie. Parce que c'était sûr et certain pour lui, ma grand-mère étant malade depuis une dizaine d'années, avec des up and down, qu'elle allait partir avant lui, tu vois. Lui, il vivait chez lui, en forme, et tout machin. Finalement, on fait Noël. Donc déjà à Noël, à chaque fois à Noël, lui c'est un super bon vivant, donc à table, je suis avec nous jusqu'à 2h du mat, il goûte tous les vins qu'on boit, il m'a mis pour c'est moi qui sers tout le monde, et je peux dire qu'il boit autant que tout le monde, à discuter, à débattre et tout, alors que bon, avec les appareils, c'est pas toujours facile quand il y a beaucoup de monde, tu vois, pour les personnes âgées. Parce qu'il a un appareil auditif. Et finalement, j'avais négocié avec lui, je lui ai dit, vu que tu veux pas venir dans mes histoires, c'est moi qui vais venir chez toi.
Et donc, moi, j'ai un moment en fin d'année où je fais mon bilan de l'année et mes objectifs de l'année suivante. Et j'avais besoin de trouver un endroit un peu pour m'isoler. Et du coup, j'ai fait la connexion entre les deux. Donc, c'est là où la visualisation est super puissante. Parce que en fait, évidemment que j'ai trouvé mon endroit. Et donc, je lui ai dit, on va être coloc. Donc, je suis allé squatter chez lui pendant 3 jours. Il avait pas mangé. Il avait dit, toi, c'est fou quand même. Moi, j'adore aller au restaurant. Et je savais que c'était pas trop un truc qu'il faisait déjà parce que ma grand-mère cuisinait très bien et parce que c'était pas dans leur culture, tu vois. Et donc je lui ai dit, c'est quand la dernière fois que tu étais au restaurant? Crois-moi, il était pas capable de me le dire. C'est génial. Il m'a raconté un resto qu'il a fait avec ma grand-mère quand ils avaient genre 22 ans. Et c'était déjà, les gens du village l'avaient vu au resto du village et son père avait été au courant et c'était déjà incroyable pour lui, c'était déjà un souvenir. Il me racontait ça, tu vois. Et sinon, un routier genre sur la route, quoi. Et sinon, jamais aller au restaurant. Donc, j'ai dit, on va aller au resto tous les deux. Donc, j'ai réservé, pour moi, ce qui est la meilleure table de ma ville natale. Et on est allé au resto. On a fait une sortie de table à 16h30. On est allé voir ma grand-mère. Bref, c'était un super moment. Je passais le week-end avec lui. Et fin de week-end, il était quand même très fatigué. Et il savait pas trop d'où ça venait. Bon, il disait qu'il avait un peu abusé pendant les fêtes et que machin. Bon. Et une semaine plus tard, il a été admis à l'hôpital. Il savait pas trop ce qu'il avait. Il avait de l'eau dans les poumons, machin. Bon, fast forward. Au début, nos parents, donc moi, mes parents, ils ont entre 65 et 70, tu vois. Et arrivé à un certain âge, ils sont un peu inquiets, ils sont un peu dans leur boucle, je trouve, et tu sais pas toujours démêler qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Parfois, ils t'éludent un peu. Oui, bah tu sais, ton grand-père, c'est pas la grande forme. Oui, mais c'est quoi la grande forme? C'est quoi la pas grande forme? Et au bout d'un moment, en fait, ce que je comprends, on est mi-janvier, et je comprends qu'en fait, ça va pas. Tu vois, c'est pas genre, parce qu'il a fait des allers-retours à l'hôpital comme toute personne qui a plus de 90 ans. Au bout d'un moment, tu y vas quand même de temps en temps. Et là, je vois ma mère qui est un peu, oui, bah quand même, peut-être aller le voir et tout. Je dis, il faut me dire maintenant, parce qu'en plus, moi, je partais au ski. Donc finalement, je vais le voir. Et juste avant le truc, j'avais déjà ce feeling que, en fait, j'arrive pas à truc et que j'ai envie d'aller le voir, j'ai envie de savoir de moi-même, tu vois. Et je le vois, et là, ça allait encore. Mais il a un caillot dans la jambe, et en fait, il y a plus de sang qui circule dans sa jambe. Et en gros, ce que je comprends déjà, c'est que sa jambe, il est même pas sûr de la récupérer, tu vois. Donc déjà, perdre une jambe à cet âge-là. Et bon, je vous fais pas toute l'histoire dans le détail, mais la situation se dégrade, et je reviens du ski, et là, je me dis, putain, faut que je retourne le voir. Et là, ce que je comprends, c'est que c'est potentiellement la dernière fois que je vais le voir. Donc déjà, ça, pour moi, c'est un vertige, quoi. Tu vois, je vous ai raconté, il était en pleine forme juste avant, tu vois. Donc, et j'ai au téléphone la veille, mec que tu connais, qui s'appelle Mathieu Loland, qui est un bon ami à moi, et Mathieu me dit, et toi aussi d'ailleurs, tu me le dis, vous êtes les deux personnes qui me disent, il faut que tu prépares, et il faut que tu saches ce que tu vas lui dire, quoi. Et ces deux personnes qui ont perdu... Et ces deux personnes qui ont perdu un de leurs parents, tu as tout à fait raison. Donc bon, ça déjà, c'est vertigineux quand t'es pas habitué ou même quand t'es pas préparé. Et donc dans le train, le lendemain matin, j'écris, heureusement, car là, tu vois, c'est ça aussi qui est bien dans le fait d'avoir l'habitude d'écrire, c'est que j'écris mes émotions. Toi, tu m'avais donné un peu des idées, pourquoi tu l'aimes, pourquoi c'est une personne qui est importante pour toi, tout ça. J'arrive à l'hôpital, il y a le médecin qui est devant sa porte, donc j'ai l'occasion de parler avec le médecin, ce qui était un peu ce que je voulais depuis quelques jours, pour lui dire, en plus c'était un mec de mon âge. J'ai regardé, je lui ai dit, mec, allez, là, je suis pas ma mère, je suis pas mes oncles et tantes, j'ai dit, là on y va, tu me sors le vrai truc, quoi. Et donc ma mère qui disait, oui, peut-être que dans 1 ou 2 mois il sera en maison de convalescence, le mec m'a dit, non, le mec m'a dit, il sort pas d'ici pour moi. Ah ouais, il t'a dit cash. Ah bah en même temps je l'ai... C'est ce que t'as demandé. Ouais, et c'est ce que super, j'ai demandé. Parfois on a besoin d'entendre des choses. Et oui, alors je vous fais pas toute la conversation, mais voilà, à la fin il m'a dit ça, et il m'a dit c'est soit 2 jours, et il me dit soit 2 semaines, mais je suis quand même plus sur les journées que sur les semaines, quoi. Et là on rentre dans sa chambre, et j'ai commencé à engueuler le médecin, tu vois, en mode c'est quoi vos médocs, parce qu'il avait des médocs qui lui faisaient faire des cauchemars de fou. Et déjà, mais j'étais pas sûr de pouvoir avoir une conversation avec lui, mais là, ça allait à peu près. Mais justement, il dit au médecin, ouais, les médocs. Le médecin dit, ok, on va changer, mais en gros, le médecin, il dit, si on change, le truc, c'est que c'est des médocs après qui peuvent... Alors, tu fais plus les cauchemars, mais t'as plus la lumière. Et donc, c'est un peu le trade-off, quoi. Est-ce que tu le laisses souffrir,
Ou est-ce que tu lui mets des médocs où il souffre plus, mais tu peux plus avoir de conversation éclairée, tu vois. Et c'est ce que décrivait aussi, avec des mots différents, le docteur Grange, qui dirigeait des soins palliatifs. Très bien, super épisode. Et donc, et c'est marrant, c'est que donc, le médecin part, et c'est lui qui, de lui-même, lance la conversation, parce que va lancer une conversation comme ça, quand même, tu vois, c'est... Et qui me dit, bon, bah voilà, il me dit je vais partir, quoi, soyez heureux, et tout, machin. Il le sentait ? Bah ouais, pour qu'il le dise comme ça, ouais, il le sentait, ouais. Et puis... Et toi, qu'est-ce que ça t'a fait qu'il te dise ça ? Bah, c'est bizarre, mais sur le moment, ça m'a détendu sur le fait qu'on allait avoir la conversation. Parce que le plus dur pour moi, c'était comment je me lance. Tu vois ? Et je commençais à lui dire non, mais le médecin a dit que tu peux encore te battre. Parce que le médecin m'a dit, en fait, c'est la tête. Il m'a dit, il y a des gens, ils lâchent pas l'affaire. Et puis, il y a des gens, ils lâchent l'affaire. Tu vois ? Et donc, en gros, je peux pas vous dire comment il est dans sa tête. Et donc, quand il m'a dit ça, bon, bah, j'ai su qu'en fait, lui, dans sa tête, c'était basta, quoi, tu vois. Et donc, moi, j'ai pu lui dire ce que j'avais à lui dire. Évidemment, c'est hyper émouvant, rien de t'en parler, tu vois. Mais je suis sorti de cette discussion en me disant waouh, j'ai eu cette chance, tu vois, dès le début, d'avoir ses mains dans mes mains, d'être, tu vois. Et je me suis dit, déjà, c'est pas tout le monde, tu vois, qui a cette chance-là. Je suis sorti avec ma mère qui était là, dehors, qui m'attendait et tout. Et je me suis dit, c'est fait, tu vois. Et quand bien même, ça fait partie des trucs de dev perso, pas agréable, sur le moment, mais tellement important, tellement structurant, tellement, tu vois. Et donc, ça, on est le mardi. On est le mardi, ouais. Le mercredi, il a les dernières conversations avec quelques membres, voilà, mais ça devient de plus en plus flou. Et le jeudi matin, je me lève, je me dis, il faut que j'y aille. Je sais pas pourquoi. On était en formation, je sais pas si tu te souviens. Oui, je m'en souviens. Et encore une fois, des messages de ma mère, mais pas clairs, tu vois. Oui, bah là, machin et tout. Et je sens, tu vois, intuitivement qu'il faut que j'y aille. J'y vais, j'arrive à 17h ou 17h à l'hôpital, je suis resté tout seul avec lui. Et là, il parlait plus, là. Là, il parlait plus. Mais par contre, je sens une énergie complètement différente dans la pièce. Donc c'est incroyable quand tu me dis ça. Je sais qu'en plus, toi, t'es pas du tout... à la base, tu viens pas de Pergéland. Ah non, complètement pas. Okay. Ouais, non. Et comment tu te décrirais ça ? Une sérénité, un calme, tu vois. Versus le mardi où il y avait il y avait les cauchemars horribles, tu sais, ils se disaient, ouais, c'est la guerre, c'est mon grand-père qui est complètement antimilitariste, de gauche et tout, machin. Alors, là, il disait, ouais, faut appeler l'armée, enfin, tu vois, il partait... parce qu'il confondait, si t'as déjà fait un mauvais bad trip avec tes drogues, il confondait les rêves et la réalité. Donc, tu vois, tu sentais cette tension, puis le pauvre médecin qui rentre, il se fait cartonner... Enfin, tu vois, tu sentais un truc pas cool. Puis lui, tu sentais que voilà, c'était pas vraiment pas agréable pour lui, quoi, tu vois. Et là, pour le coup, même au niveau de sa respiration et tout, tu sens un truc beaucoup plus calme. Et je reste avec lui, et là, je décide d'appeler... C'est un truc, mais tu vois, encore intuition. Je me dis, il faut que j'appelle Chantal. Alors, attends, désolé, là, j'ai eu un fou rire alors qu'on est dans un moment de gravité. Faudra que... Je te propose de pas trop expliquer qui est Chantal, mais après... J'ai pas prévu d'expliquer qui est Chantal. Après, on va expliquer qui est Chantal. Mais on peut, mais... Mais continue ton histoire. Donc, t'appelles Chantal. J'appelle Chantal. Non, je lui envoie un message et je lui dis, je suis avec mon grand-père, je sens qu'il va partir et je sais que dans ces moments-là, il y a des choses qu'on peut faire. Je sais, je sais de mes lectures, notamment Stéphane Alix. Et donc, je lui dis, qu'est-ce que je peux faire ? Elle m'appelle dans la seconde, ça c'est quand même fou, tu vois. Et elle me dit, ok, t'es avec lui et tout. Et elle me dit, donc tu lui prends la main, tu lui dis que tu l'aimes, tu le remercies pour la personne qu'il a été, et tu lui dis que c'est bon, c'est ok, il peut partir, tu vois. Putain, je me contrôle à fond là, ça me touche tellement, mais c'est pour ça que je dis que ces sujets-là m'appellent. Bien sûr. Parce que ça me touche, parce que bien sûr, je t'aime beaucoup et que ça devrait toucher, enfin ça pourrait toucher beaucoup de monde, mais moi ça me... Je sais pas, là, je sens physiquement qu'il y a un truc chelou qui m'arrive, quoi. Mais je le partage parce que, déjà je suis content de pouvoir le partager comme ça, parce que ça prouve que je suis vraiment en paix avec tout ce truc-là, tu vois, et c'est un peu la fin de l'histoire, mais... Et d'autre part, je veux que tout le monde se dise, ouais, en fait, s'intéresser à ces sujets-là, lire, écouter, être au contact de personnes qui sont ouvertes sur tout ça,
bah moi là ça fait une différence de fou sur ma vie et sur ma relation à mon grand-père, tu vois. Ouais, ça change. En fait, c'est quelques moments que tu as passé avec lui. Tu l'as accompagné en plus. Et c'est ça aussi qu'on comprend pas. Et que je trouve que le docteur Grange Il dit a super plutôt bien. expliqué. Ouais, ouais. C'est que c'est pas si simple que ça. Enfin, c'est pas si simple. De toute façon, on va tous y passer. Mais on peut justement accompagner les gens au moment où ils meurent. Et le problème, c'est que comme notre société ne met nulle part, il y a beaucoup de gens qui paniquent. Moi, j'ai même un ami, ça m'a touchée. Il m'a dit, mais il sentait son grand-père qui était en train de partir et qui s'accrochait, mais qui était terrorisé en fait. Il m'a dit, j'ai vu mon grand-père terrorisé comme un enfant. Et je trouve ça, en fait, c'est hyper triste que notre société... Et justement, toi, ton grand-père, tu parles de sérénité. Donc après, peut-être aussi, c'est sa vie à lui qui a fait que... Enfin, en tout cas, il avait une grande sagesse qui a fait qu'il a pu se sentir serein en partant. Mais je trouve qu'aujourd'hui, la société ne nous aide pas à partir sereinement. Et c'est pour ça que c'est important. Enfin, je vais être même hyper cash. Je trouve que ça fait partie du b.a.-ba de notre éducation d'humain, de savoir gérer la mort. Enfin, que ça soit accompagner quelqu'un dans la mort, que ce soit se préparer à sa propre mort, que ce soit, une fois que quelqu'un est mort, faire le deuil, le faire... Enfin, comment on dit au revoir. Après, on pourrait parler aussi des cérémonies, de pourquoi c'est super important. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis en train de remettre beaucoup de spirituel dans tout ça. Parce que on est... Enfin, voilà, au-delà de... Enfin, sans avoir des réponses, je veux dire, mais ça a par exemple, le rituel a des portées, mais hyper importantes. Et je trouve qu'on est en train, en tant que société, c'est comme si on s'ampute d'un membre fondamental. Ouais, mais justement, je pense qu'en faisant ce que tu fais et ce que d'autres personnes font dans les gens que tu invites, de remettre de la conscience dans tout ça, je pense que c'est pas du tout quelque chose qui... Je pense qu'on a peut-être atteint un peu le fond de la piscine et que justement, peut-être dans les prochaines années, peut-être qu'on va mettre plus de Après, conscience sur tout ça. il y a encore beaucoup de gens qui se disent « Ah non, c'est glauque, j'ai pas envie d'y penser ». Je sais pas si là, tu vois, après, c'est une bonne... Mais je pense pas que ça soit glauque, tu vois, l'histoire que je raconte là, tu vois. C'est une histoire de vie. Mais pour finir un peu d'ailleurs l'histoire, c'est que du coup, moi, je suis resté avec lui, je lui ai dit ça. Je suis sorti de la chambre à 19h. L'infirmière venait de passer. Donc, mon père m'a appelé. Je me suis levé le lendemain matin. Je sais pas, je chantais quelque chose. Mon père m'a appelé à 8h, 8h30 du mat. Bon, je savais pourquoi. Et il me dit, ouais, officiellement, il est parti dans la nuit vers 2h du mat, tu vois. Donc moi, et je sais pas pourquoi, mais ce truc de me dire, mais je pense qu'en fait, la prochaine, tu sais, c'est des rondes, il passe et tout, mais je sais pas pourquoi, moi je pense qu'il est parti très très peu de temps après, tu vois. Je sais pas, c'est un feeling, on s'en fout, tu vois, d'ailleurs, mais c'est pas la question, mais... Et quand il m'a dit ça, tu vois, je me suis dit, waouh, j'ai vécu en accéléré sur 15 jours un chemin que j'aurais pas du tout imaginé prendre, tu vois, j'aurais pu... Enfin, j'ai perdu ma grand-mère quand j'avais 18 ou 20 ans, j'ai pas du tout vécu le truc comme ça, tu vois. Et là, je me dis, j'ai pu avoir l'étape de passer du temps avec lui quand il était en forme, il y a très peu de temps, de le voir un peu avant, d'avoir une dernière discussion avec lui, de retourner le voir, de l'accompagner jusqu'au dernier moment. Quelle chance, tu vois. Globalement, t'as été quoi ? T'as été le dernier à le voir J'ai été le dernier à le voir. De la famille Ouais. Ouais. Et je trouve que dans ce que t'as dit, Chantal, le truc de tu peux partir, c'est incroyable, mais il y a vraiment un truc, à un moment, certains ont besoin d'être autorisés par leurs proches. Comme c'est pas parce que beaucoup s'inquiètent de comment vont réagir mes proches si je suis plus là, quoi. Ouais, bien sûr. Donc c'est hyper important. Donc, du coup, toi, ce qui s'est passé, c'est que tu as vu le sujet du podcast sur la mort en te disant, bon, c'est intéressant, on verra bien. Dedans, ouais. Et la vie t'a servi un truc pour mise en pratique, quoi. Exactement, ouais. Et après ça, tu vois, tout un truc de me dire, tu vois, donc quand il m'a dit, sois heureux, j'ai dit, toi, t'as été heureux, il me dit, moi, j'ai été très heureux et tout. Donc, tu vois, tu te dis, bon, quand même, il a vécu 71 ans marié à ma grand-mère. Ma mère va annoncer à ma grand-mère que son mari est mort, quand même, tu vois. Ma grand-mère, la première chose qu'elle dit, c'est, on s'est aimé jusqu'au bout, quoi. Trop mignon. Qu'est-ce que tu veux, tu vois, qu'est-ce que tu veux d'autre dans la vie, tu vois. Et donc, après, quelques jours plus tard, son enterrement, une église remplie de 200 personnes et que des discours, des beaux discours. Après, ils avaient fait une grande table avec tous les vins de sa cave parce qu'il adorait le vin et il adorait partager et tout. Et tout le monde autour de la table à boire ses vins et à se rappeler des bons moments avec lui.
Et tu te dis, en fait, il aurait jamais tenu en place à l'hôpital, ou il aurait jamais accepté. Donc c'était parfait pour lui, tu vois. Il a vécu jusqu'au bout, à faire la bringue avec nous jusqu'à 2h du mat. Ah, c'était parfait. Parce que, tu vois, tu peux mourir tranquille quand même. Et donc toi, tu as finalement ressenti beaucoup de gratitude. Ouais, et ces trucs, en plus... Bon, là, on repart dans le côté perché. J'écris le lendemain, donc c'est marrant. Mon père m'annonce ça. La première personne à qui j'écris, c'est Chantal. Ah bah alors maintenant, il va falloir présenter Chantal. On n'est plus dans le moment où tu racontes, ça coupe plus. Explique-nous qui est Chantal. Et je dis à Chantal, écoute, mon grand-père est parti cette nuit. Et je dis merci, et je la remercie pour ces mots. Et elle me dit, je sais plus comment elle me disait, mais en gros, elle me dit, ouais, ton grand-père, maintenant, c'est ton ange gardien, il sera toujours là avec toi. Je t'embrasse fort, tu vois. Et quand elle me le dit, j'ai ce truc de ressentir que, certes, il est plus là, mais il sera toujours avec moi, tu vois. Mais alors, je me fais l'avocat du diable, justement, pour nos auditeurs rationnels intégristes. Est-ce que tu ne dis pas ça pour te rassurer et que c'est... Si, sûrement. Très bien. Est-ce que c'est pas une façon de ne pas faire ton deuil ? Je te taquine exprès. C'est une bonne question. Je me suis pas posé sous cet angle-là. Je sais pas. Ouais. En fait, ça dépend quelle représentation tu as. Mais si tu penses que quand les personnes te quittent, elles te quittent à jamais, elles sont plus jamais avec toi. C'est-à-dire, c'est comme si tu n'avais pas de souvenirs, comme si tu n'avais rien appris d'elles. Non, c'est pas ma vision du. Donc, tu peux avoir des personnes qui sont plus là physiquement, mais dont tu gardes des choses. Et tant que tu gardes quelque chose d'une personne, quelque part, cette personne, elle existe toujours. À fond. Tu vois ? Amen. Donc moi, je pense ça. Et donc, mon grand-père, il est avec moi, tu vois. Ouais. Il t'a transmis tellement. Il m'a transmis plein de choses. Et ma grand-mère, qui est pareil, tu vois. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est que quand une Chantal te dit c'est ton ange gardien, en fonction de tes croyances, tu peux imaginer, si tu as envie, qu'il y a pour ceux qui croient aux âmes, etc., te dire, si, son âme est quelque part et elle me protège, pourquoi pas ? Mais si tu crois pas du tout à tout ça, tu peux revenir à quelque chose d'assez simple et concret. Il est là parce qu'il m'a transmis tellement. Il a participé à la personne que je suis devenue. Je sais plus dans quelle culture ils ont un rituel quand tu deviens ado, je crois, où tous les gens qui ont participé à... Ah non, je confonds. Je pense que c'est dans certains pays d'Afrique où quand un couple se marie, en fait, il faut faire des cadeaux. En fait, tu fais des cadeaux à la famille de la mariée, mais tu fais pas qu'à ses parents. Tu fais à tous les gens qui ont participé à son éducation. Ah oui, tu vois ce que je veux dire ? Donc, un peu un côté... Donc, ton grand-père, il a participé à la personne que tu es devenue. Et rien qu'à travers ça, en fait, il existe et il existera toujours, entre guillemets. Donc, chacun peut prendre le truc à la mesure de... Et puis souvent, en plus, ce que je trouve avec les croyances un peu plus perchées... Ouais, mais est-ce que ça, c'est perché ? Tu vois, moi, je sais pas si ça, c'est perché. Tu vois, mais aussi c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, en fait. Cette histoire des âmes, des c'est pas parce que ça existe depuis la nuit des temps que c'est... Non, mais c'est quand même quelque chose qui est présent dans toutes les religions, qui est présent dans toutes les... avant même les religions, on pourrait dire chez les... je sais pas si les Égyptiens, tout ça, c'était c'était une religion, mais toutes les civilisations, toutes les croyances. Donc à un moment donné, ça a toujours été présent dans la vie de ça veut pas dire que c'est vrai. De l'homme. Mais alors, tu vois, c'est un peu le truc de est-ce que Dieu existe ou pas ? Dieu existe dans la tête des hommes. Donc, c'est vrai. Parce qu'il existe dans la tête des hommes, quelque part, il existe pour des gens. Et puis moi, ce que j'adore dans ces trucs-là, c'est l'aspect symbolique. Bah oui, mais c'est tout. En fait, si c'est symbolique, c'est déjà là. C'est déjà là. Tu peux pas dire que... J'achète. Tu vois ? J'achète. Il y a des gens qui seraient contre ça. C'est comme tu le... Ah ouais ? Ah oui, mais bien sûr, je pense. Bien sûr que... C'est peut-être là, moi, où du coup, je comprends pas forcément sur le truc du perché et tout. Non, je pense qu'il y a des gens qui sont contre ça, bien sûr. Enfin, qui sont pas d'accord, et tant mieux, c'est super. Il faudrait que tu trouves quelqu'un invité dans le podcast qui nous explique pourquoi il est pas d'accord. Un rationnel intégriste. Ouais. Il y en a plein, je peux en trouver. Ah ouais, tu penses ? Ah oui. Ah, tu vois, je suis naïf. Mais c'est pas... Je sais pas, j'ai... Je réfléchis. Et en même temps, tu vois, prendre certaines choses au pied de la lettre, moi, ça me fait dresser les poils sur le bras, tu vois. Enfin, je veux dire, les âmes et tout... Enfin, pour moi, c'est plus complexe que ça. Enfin, en fait, ce dont j'ai l'impression, c'est que
c'est qu'à partir du moment où on essaie de l'expliquer avec notre mental, avec des mots, qu'on essaie d'y trouver, ça y est en fait, il y a un truc qu'on n'a pas compris. Enfin, c'est sûrement réducteur. C'est forcément réducteur. J'ai assisté à des sessions hyper intéressantes dans un truc qui s'appelle le Centre Sésame, qui est monté par Abdenour Bidar, qui est un philosophe assez stylé, et Inès Weber. Et il disait que même... on va prendre par exemple les prophètes. On pourrait imaginer avec une lecture, moi j'ai plus une lecture de... ils ont eu un accès de conscience, hyper machin. À partir du moment où ils ont transmis ce qu'ils ont reçu ou ce qu'ils ont eu comme accès de conscience, c'était déjà plus le message en fait. Je me dis, chaque prophète a juste... Et quand je dis prophète, ça peut être aussi des grands leaders de pensée, etc. À partir du moment où ils ont mis des mots dessus, évidemment qu'ils l'ont fait pour s'adapter au contexte et pour machin, c'est sûr et certain que déjà... c'est biaisé. Ça peut plus, en fait, ça ne peut plus. Quand on parle de ces accès de conscience, etc., ce n'est pas compréhensible pour moi, enfin c'est mon interprétation, hein. Ce n'est pas compréhensible par nos moyens humains, enfin en tout cas ceux qu'on pense maîtriser, genre le mental, etc. Et à partir du moment où on les traduit dans ce langage-là, c'est évident qu'on passe à côté du truc. Oui, on a juste une facette. En fait, ça dépend pourquoi tu en parles. Moi, j'en parle pas pour que les gens vivent la même chose que moi. J'en parle pour encourager les gens à s'ouvrir à ce qu'eux-mêmes vivent des expériences similaires dans leur vie. C'est totalement différent. Je vous dis pas de prendre pour argent comptant ce que moi j'ai vécu ou d'essayer de vous foutre dans mes pompes. Certains vont le faire très facilement et d'autres pas. Mon invitation, et je pense que c'est la tienne aussi avec ces gens-là, c'est faites des expériences, restez ouverts, cultivez-vous, et sur votre route, il va y avoir des événements que vous allez lire d'une autre manière et que vous allez vivre d'une autre manière. Et à ce moment-là, ça va prendre du sens pour vous. Et je reviens à notre introduction sur le sujet de la mort. Je vous ai écouté avec Clémentine, je trouvais ça super. Et pour toi, tu parles beaucoup du deuil de ta mère. J'écoute tes épisodes que tu as fait qui sont super, ta discussion qui est super. Je peux pas me mettre dans tes pompes, tu vois. Je sais pas. Par contre, ton ouverture, ton chemin que tu as fait m'a inspiré. Et là, moi, j'ai eu quelque chose dans ma vie qui m'a permis de vivre un chemin différent, mais qu'on peut sur le même thème, et qui m'a pour lequel j'ai beaucoup de gratitude. Oui. Et puis en plus, du coup, si on oublie un peu tout ça et qu'on revient à un truc simple, ce que j'entends surtout, si je vais retenir un mot de ce que tu as vécu avec ton grand-père dans ces derniers moments, il y avait beaucoup d'amour. Complètement. Il y avait énormément d'amour. Et de se dire que dans ces moments de la vie, des moments de passage finalement, que ce soit à la naissance d'un enfant, on avait fait un épisode quand tu t'apprêtais à être papa, ou que ce soit au moment de la mort d'un grand-père, c'est des passages. Et pour moi, c'est des passages qui sont on ne peut plus propices à inonder d'amour. Et je trouve que ne pas s'y intéresser avant, ne pas s'y préparer, ne pas quelque part saisir la gravité du moment, mais dans un mot, gravité pas dans le sens... tu passes à côté d'un shot énorme d'amour. Complètement. C'est ça l'invitation. Donc voilà, donc la mort, en effet, vaste sujet, et je pense que c'est hyper intéressant, et que je pense, en tout cas, que l'épisode et les épisodes que tu vas faire, ça va continuer de résonner. Ouais. Et l'épisode de la longévité, moi j'avais une question, la série sur la longévité, j'avais une question pour toi. Quand tu reçois les résultats par le docteur, c'est Émilie Laplagne. Émilie Fidji Laplagne. T'es dans un moment où tu te prêtes au jeu et tu t'es en direct, tu vois. Ouais. Après, j'avais reçu mes résultats quelques jours avant et j'avais pu les regarder. Oui, mais là, elle t'explique un peu en direct. Oui, tu vois. Mais voilà, on s'était dit, on s'était autorisé à se dire, si ça se trouve, il y a des choses dont j'ai pas envie de parler, mais globalement, en fait, non, il n'y a pas eu de problème. Ouais. Enfin, il n'y a pas eu de problème. J'ai eu envie d'en parler. Quelques mois plus tard, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie Notamment, moi, j'ai eu... parce qu'on a fait un peu de promo pour leur CM. J'ai des gens autour de moi qui ont fait les tests et d'autres qui m'ont dit je sais pas si je l'ai fait parce que je sais pas si je suis prêt à faire les efforts que ma prise de conscience m'inviterait à faire. Tu me suis ? Ouais.
Alors, déjà, quand tu dis ça, tu sais, on en a parlé ce matin en formation de coaching, les fameux cercles authenticité, sincérité, pression extérieure. Oui, c'est sûr que si authentiquement, tu n'es pas prêt à faire des efforts, tu les feras pas, mais c'est pas grave, en fait. Je trouve que, qu'est-ce qu'on fait beaucoup avec 108 milliards ? Et je trouve même le coaching, en manière générale, c'est de te dire, fais ce que tu veux de ta life, mais prends-en la pleine responsabilité. Arrête d'être sur le siège du passager, arrête de dire que c'est pas de ta faute ou que tu es une victime. Genre, même si bien sûr qu'il y a plein d'endroits où tu as été victime, comment tu peux prendre ta pleine responsabilité de ce que tu maîtrises, en fait, de ce qui dépend de toi. Et je trouve que je préfère quelqu'un qui me dit « je sais que c'est mauvais, je sais que machin, mais j'en ai rien à cirer », ou en tout cas j'assume, que quelqu'un qui se dit « ah mais je vais pas regarder parce que tu comprends, après je serai… » Enfin, je veux dire, moi j'ai pas non plus fait des… Enfin, il y a plein de choses que j'ai pas fait alors que je pourrais les faire. Je suis pas… On est tous là-dedans. Donc fais-nous un point là, sur ce truc-là, sur tout ce qu'elle t'a donné. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as changé? Ce que j'ai changé très concrètement, donc, moi je prenais déjà des compléments alimentaires. D'ailleurs, il y a des épisodes qui arrivent sur ce sujet. À mon avis, ça va être intéressant pour les auditeurs. Mais les analyses ont montré que j'avais quand même des carences de vitamine D et de B12. Alors, mais tu vois, je prenais pas la vitamine D et la vitamine B12 tous les jours. J'en prenais, je pense, 1 ou 2 fois par semaine. Donc comme j'avais des petites carences, qui n'étaient pas gravissimes, mais quand même, je me suis dit, je vais commencer à en prendre tous les jours. Donc je vais augmenter ma dose. Sachant que pour les vitamines, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être « ah ben j'en prends pas assez », ou ça peut être « ceux que je prends, mon corps les assimile pas ». Parce que le problème aussi du monde des compléments alimentaires, c'est qu'il y a des tonnes de choses et qu'il y en a plein qui sont mal dosées, c'est pas vérifié. Et ça, j'avais compris plus tard qu'il faut trouver des marques qui sont… dont les comprimés sont analysés en labo, vérifiés, etc. Et après, il y a aussi la forme. Je crois qu'il y a alors, j'y connais pas encore grand-chose. Je ferai des épisodes avec des gens qui s'y connaissent, mais en fonction si c'est liposoluble ou je sais pas quoi. Donc, déjà, la première action que j'ai mise en place, c'est j'en prends tous les jours parce que j'avais encore mes boîtes pleines. Si jamais, quand je referai mes tests, du coup, au bout de 6 mois, je vois que j'ai encore bientôt, une petite carence. Ouais, je pense que j'avais fait en octobre ou en novembre, je sais plus. Si je vois que j'ai encore des carences, peut-être changer de marque de complément et prendre un peu de temps pour diguer quelle marque je prends. Ça, c'est le premier élément. Et sinon, si jamais plus de carence, c'est juste qu'il fallait que j'augmente les doses. Super. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place. L'autre truc, elle m'avait dit, parce que moi, je suis pas très, contrairement à toi, je suis moins data. Mesurer mes trucs, c'est pas mon délire. Mais elle m'a dit, tiens, ce serait intéressant que tu mesures ta glycémie. Oui, t'as quand même acheté ça. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai mesuré ma glycémie pendant plusieurs semaines. Hyper intéressant. Vraiment. Et typiquement, voilà, dans le côté, tu le sais, ça veut pas dire que tu fais pas les trucs. Salut. Mais franchement, tu le vois. C'est con. Et donc voilà, moi, mon enjeu, c'est là, quoi, je l'ai enlevé. C'est quand tu continues à manger du sucre alors Non, mais surtout, tu vois les pics. En fait, moi, donc très concrètement, les avantages du capteur, là, je l'ai enlevé parce que voilà, l'idée, c'était de mesurer pendant quelques semaines, de voir un peu qu'est-ce qui se passe, et j'ai appris des vrais trucs. Qu'est-ce qui se passe? J'ai appris un peu tout ce que dit Glucose Goddess. Je sais pas si tu vois qui c'est Glucose Goddess. Elle est à fond. Bon, voilà. Donc, pour ceux qui savent pas, il y a d'ailleurs il y a un livre, donc elle est très connue. C'est une biologiste française, si je dis pas de bêtises, mais qui est connue maintenant dans le monde entier, et qui a une page Instagram où vous pouvez regarder. Elle montre un peu les courbes de glucose. En fonction de l'ordre dans lequel on mange, est-ce qu'on fait du sport avant, après, enfin, en fonction de plein de trucs. Et j'allais dire un truc. Donc voilà, globalement, ce que j'ai pu voir avec le capteur de glycémie, c'est que ce qu'elle raconte, en tout cas sur moi, c'est pertinent. Et j'ai pas fait j'ai même pas lu son livre, moi, j'ai juste mis en place quelques petites choses. Typiquement, l'ordre dans lequel on mange les aliments est très important. Faut commencer par les fibres, ensuite protéines, les graisses et les glucides. Donc ça veut dire que manger un gâteau au chocolat après un repas bien diversifié, ça fait pas la même courbe que si je mange le gâteau au chocolat tout seul. Et ça, je l'ai observé. Et donc c'est intéressant de se dire j'observe. Alors ce midi, je me suis fait la remarque, tu vois, je t'ai proposé du pain. Ouais. Et tu m'as dit non, pas tout de suite. Et t'as d'abord pris le petit truc là de choux et de carottes. Oui, il y avait des carottes et tout. Et t'as mangé le pain après. Et complètement. Donc tu vois, maintenant c'est devenu beaucoup plus un réflexe. D'où ma question. Oui, non, ça c'est devenu plus un réflexe. L'autre truc que j'ai observé, c'est la cuillère de vinaigre de cidre. Ah, tu le fais ça? Ouais. Alors je le fais pas en mode cuillère. Ce que je fais, c'est que je vais souvent commencer mes repas par une salade, une salade verte, une mâche ou un truc, et avec une vinaigrette. Soit juste du vinaigre si j'ai pas le temps, soit je me fais une vinaigrette avec de la moutarde, de l'huile d'olive et du truc. Donc ça, en fait, je l'ai observé. Je ne dis pas que je le fais à tous les coups, mais franchement, ça marche. C'est marrant, je pensais que tu allais me parler de ton LA petit A ou je sais pas quoi.
Alors ça, on vérifiera. De toute façon, il va pas baisser le LP petit A. Non, mais que t'allais dire que t'avais changé baisser mon des trucs. cholestérol. Voilà. Ah si, Je je me suis t'avais des trucs archi calmée sur les œufs, alors que je mangeais 2-3 œufs par jour. Je me suis archi calmée. Genre, je les ai pas enlevés complètement. Mais maintenant, franchement, l'œuf, c'est un peu... c'est une treat, tu vois. Genre, de temps en temps, je me fais un œuf à la coque ou je me fais des œufs plats. C'est vraiment... Elle m'avait dit d'ailleurs de me calmer, le docteur Émilie Laplane m'avait dit de me calmer sur les jaunes d'œufs et pas sur les blancs d'œufs. Et voilà. Et maintenant, je suis la meilleure pote du tofu soyeux pour mes petits-déj. Alors, j'ai des recettes où je fais comme des œufs brouillés. Comme des œufs brouillés, Voilà, il y a un truc dans le livre Simple là, que j'aime bien de Ottolenghi. Mais du coup, maintenant, j'ai diversifié la version. C'est-à-dire que, très concrètement, hier matin, en plus, j'étais pressée, il fallait pas que je rate mon train pour venir à Paris. J'ouvre mon frigo, je trouve... j'avais dans une boîte des poireaux poêlés. Je les ai pris. J'ai mis dedans une boîte de tofu soyeux, j'ai mis des épices et c'était parti. Et ça me fait une sorte de brouillé aux légumes. Et ça, j'ai mis ça du coup sur une tranche de pain de campagne grillé. Avant ça, j'avais pris une salade. Donc quand même, j'ai fait des petits changements comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Après, globalement, toi, tu as quand même des tests hyper bons. Donc, en fait, tu n'avais pas non plus grand-chose à changer dans ta vie, quoi. Quand même. Après, il y a des trucs que j'ai pas encore trop creusé, mais c'est le côté un peu les hormones, LSH, FSH et tout. Oui, mais bon, c'est pas non plus dans la... Non, pas du tout. Et puis en plus... C'est pour plus tard, beaucoup de choses qu'elle disait. Oui, c'est clair. Mais quand même, typiquement, moi, j'aime bien. En plus, ça m'amuse. Pour le coup, n'allez pas dans des trucs qui vous saoulent. Moi, me dire « Ah, tiens, je vais mettre ça dans mon truc, c'est bon pour la santé », ça me fait trop kiffer. Même mes enfants, ils m'imitent. Ils sont en mode « Ah oui, ça, c'est bon pour la santé, hein, maman ». Mais après, ils me rassurent. Ils me disent qu'ils vont faire pareil avec leurs enfants plus tard. Donc... Ouais. Peut-être. T'as Julien qui balance avec une autre alimentation, donc ils sont pas clair, complètement... Ah ouais, non, ils ont vraiment les deux aspects, je pense. Non, c'est pas vrai. De temps en temps, il leur fait des légumes, il m'a dit. Après, donc ça, mais tu vois, typiquement, le maca, l'ashwagandha, elle m'en avait parlé pour les effets sur les hormones. Moi, j'adore me faire des espèces de latte. Donc maintenant, j'ai une recette de chocolat chaud avec du cacao, du vrai cacao. Je moule les fèves avec du maca et je mets des épices, genre du gingembre, de la cardamome et de la cannelle. Enfin, j'adore. Après, je sais pas si toi t'aimeras, mais j'adore. Donc voilà, moi, ça m'amuse. Ce que j'ai constaté aussi avec le capteur de glycémie, c'est que, en fait, j'ai des... Donc déjà, pour ceux qui savent vraiment rien sur ce sujet, de ce que je comprends, c'est qu'il faut éviter les gros pics de glycémie. Ce qu'on veut, c'est une courbe de glycémie qui monte doucement, qui redescend. Et on ne veut pas que notre glycémie aille trop haut ou trop bas. Globalement, voilà, on veut rester dans un truc... on veut plutôt des Vosges que des Alpes, on va dire. Voilà. Et en fait, j'ai constaté que j'avais des fois des pics de glycémie aussi élevés que quand je mange un paquet de bonbons au cinéma, avec un coup de stress. Ah ouais. Hyper intéressant. L'autre truc que j'ai constaté, c'est que quand j'allais courir, ça me faisait un pic de glycémie. Donc... j'ai pas encore creusé, il faudra qu'on demande à des experts, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a aussi des bons pics de glycémie. Enfin, je sais pas, mon appli, quand je lui dis j'ai couru, elle me dit « Ah, c'est un bon pic de glycémie ». Donc, j'ai pas encore tout compris, mais c'est intéressant d'observer tout ça. Je sais pas si ça répond à tes questions. Si. Non, ce que je vois, c'est qu'en fait, il y a un niveau de détail et de complexité quand tu commences à t'intéresser à ces sujets-là. Moi, déjà, en écoutant les épisodes, je me suis dit « Waouh, c'est pointu, tu vois jusque où ça va ». Et en fait, tu gardes... c'est toujours l'histoire des 80-20, quoi, tu vois. T'étais déjà dans un bon 80-20, et là, tu as rajouté une brique par-dessus qui fait que tu pousses encore un peu plus loin, mais parce que tu as déjà une base solide. Mais en fait, voilà, l'idée, je pense, c'est plutôt de prendre 1 ou 2 hacks qui vont rien changer à votre vie. Moi, ça m'a pas demandé beaucoup d'efforts. J'avais déjà mis des bases où je cuisinais souvent. Il y a plein de gens qui savent pas quoi faire d'un tofu soyeux. Moi, c'est un truc, ça faisait longtemps que je le faisais. Sauf que malin, au lieu de le faire 1 fois par semaine et de manger des œufs le reste du temps, je le fais 6 fois par semaine. Et voilà, donc effectivement, c'est de se dire, prenez quelques hacks qui vous coûtent rien et qui ont en fait de l'impact, plutôt que d'essayer d'optimiser. Et je vous cache pas qu'effectivement, on met le doigt dans un engrenage qui est toujours plus. Et parfois, il faut se calmer en disant, non mais ça va. Ouais, mais c'était ça un peu ma question, je voulais voir, mais je trouve que, voilà, comme on t'en parle... Voilà, c'est ok, quoi. T'en as pas fait une psychose, quoi. Non, personnellement, pas du tout. Encore une fois, moi, ça m'amuse. En tout cas, sur le côté de la nutrition, ça m'amuse énormément. Donc, c'est plus parce que ça m'amuse que j'y passe un peu d'énergie. Donc, j'encourage pas du tout les gens à se mettre dans une pression de « Oh là là, si je fais pas d'efforts pour ma santé...
Ça va pas bien. Et après, l'autre élément que moi j'ai trouvé hyper intéressant, il y avait une de mes invitées aussi sur la longévité, Maud Pasturo, qui parlait du livre de Peter Attia, Outlive. Donc ça, c'est une des références dans le monde là-dessus. Et je trouvais intéressant ce qu'il disait sur... Bon, tout le monde parle de la nutrition, mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas tant de choses que ça. Enfin, c'est très... limite pour la nutrition, je conseillerais aux gens de tester ce qui marche pour eux, et notamment capteur de glycémie. On te montre que toi peut-être tu vas manger une banane, ça va rien te faire, moi je vais manger une banane, ça va me faire un pic, donc voilà. Mais il disait tout le monde se concentre là-dessus alors que les autres éléments, sommeil et sport notamment, ils sont essentiels. Et un peu il vaut mieux avoir 7 sur 10 partout que d'avoir 9,5 sur 10 en nutrition et 5 sur... Voilà. J'étais à mon séminaire du Bootstrap la semaine dernière, et c'est fou comment sur le sommeil, il y a encore beaucoup de dirigeants, CEO qui savent que c'est pas bon, mais qui, parce qu'ils ont tellement pris l'habitude de dormir 5 à 6 heures par nuit, qu'ils se retrouvent en fait à se dire qu'en fait pour eux c'est ok, et à croire qu'ils font partie des fameux 2%. Quoi. Ah ouais, j'adore. Et en fait, on avait une discussion à table où je leur disais, mais vous êtes en train de prendre un prêt, et en fait, il va falloir le payer, le prêt. Ah ouais, et puis justement, le lien entre les carences de sommeil, et je parle même pas de l'effet, je sais plus, on avait partagé une stat que manquer de sommeil, enfin dormir c'est comme 0,5 g d'alcool. Ouais, donc c'est... Voilà, tu mènes tes réunions, tu prends tes décisions en étant bourré, good luck en tant que dirigeant, quoi. Et le problème aussi, c'est à long terme, le lien entre les dettes de sommeil jeunes et les maladies type Alzheimer et compagnie. Donc, bon, écoute, ils font peut-être partie des 2%. Il y en a bien qui en sont. Mais si tu regardes une table de 8 et que tu en as 4 qui te disent ça, tu dis, les gars, il y en a 3. Il y en a au moins 3 pour qui c'est pas bon. On va essayer de pas... on s'est dit que maintenant, vous avez des épisodes un peu plus courts, mais je voulais juste... t'as moins parlé on a parlé des constellations familiales, ça t'a marqué. D'ailleurs, je t'ai même traîné pour en faire une. Ouais, je vous le dis, c'est une expérience. Mais sur le sujet de la transmission, tu m'avais dit que ça, c'était un truc qui te parlait peut-être moins. Enfin, qu'est-ce que... Parce que moi, j'ai écouté, et en me disant, ça a l'air tellement clair et tellement central pour vous, là, qui en parlez dans le podcast. Alors, l'expérience avec Myriam sur les bouquins, moi, c'est un truc que j'avais déjà. D'ailleurs, dans mes trucs, il y avait enregistré la vie de. Donc, on parle de Myriam Levin, avec qui on avait parlé. Donc, ça, pour le coup, c'était un peu plus clair, mais en tout cas, c'était clair sur ce qu'elle faisait avec sa boîte et comment ça faisait du sens. Ça, j'avais pas de doute. Mais c'est vrai qu'il y a tout un autre monde de la transmission où, déjà, quand toi, tu m'avais emmené sur ce terrain-là au moment où j'allais être papa, je t'avais dit, mais qu'est-ce que je vais dire ? J'ai pas du tout le truc. Et encore aujourd'hui, c'est le thème sur lequel j'ai le moins de clarté et d'actionnabilité, tu vois. Mais je pense, tu vois, au final j'aurais pu te dire ça sur la mort il y a quelques mois, donc c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce que la vie va mettre sur mon chemin pour que je prenne. J'espère que tu vas pas perdre d'autres personnes de ta vie. Mais sur la transmission, Mia, moi, elle a 8 mois, donc tu vois, ça va commencer à s'accélérer aussi sur des aspects où je vais peut-être déjà, si tu lui transmets un langage correct. Je pense que j'ai dit 0 gros mots là, non ? C'est vrai, t'as dit une seule fois putain, un petit putain tout discret. Tu viens de faire en faire 2, donc, tu viens de me dépasser. Non, mais c'est vrai. Mais bravo, hein, franchement, waouh, félicitations. Et donc, je pense que ça va venir, mais c'est vrai que c'est le thème, moi, sur lequel aujourd'hui j'ai le moins de trucs qui résonnent, ou sur lequel j'ai peut-être moins vécu de choses. Après, on a fait aussi j'ai dédié 2 épisodes à l'accouchement, donc peut-être que bien sûr, voilà. Il faut dire que tu as une limitation biologique. mais alors, je vais te taquiner, je vais te challenger, on peut finir là-dessus, c'est que tu peux pas prendre conscience de la dimension perchée de notre vie et ne pas te prendre le thème de la transmission qui est énorme. En fait, la transmission, c'est hyper large. Sans prendre toute la mesure. Je veux dire, voilà, tu peux pas contacter la dimension perchée de notre vie et pas prendre toute la mesure de ce que c'est que la transmission. Je m'en rends compte en vous écoutant encore une fois. Donc, tu vois, j'écoute et j'ai cette position de me dire, je vois bien qu'il y a un truc. Mais c'est encore un peu... mais là, c'est peut-être... Tease-nous un peu là, sur le domaine de la transmission. Ouais.
Où est-ce qu'on va aller là, dans les prochains en fait, épisodes pour le coup, les auditeurs l'auront déjà entendu, ou en tout cas, il sera déjà en ligne quand ils écouteront notre épisode, parce qu'on enregistre aujourd'hui, on est jeudi et c'est un épisode qui sort demain. Donc, je fais un épisode avec une de mes concitoyennes, une écrivaine marocaine, qui a écrit un livre sur comment les différences de classe sociale se jouent au Maroc et se jouent malgré nous, quelque part. Et moi, j'avais envie de l'inviter parce que j'ai pris conscience à quel point j'avais intériorisé certains codes et honnêtement, même des trucs dont j'ai honte. Parce que, bien sûr, je me considère démocrate, je me considère que pour moi, tout le monde est pareil, etc. Et je me suis pris en fait une énorme claque. C'est intéressant quand tu te prends tes ombres dans la figure. Je sais pas à quel point. Oui. Ouais, voilà, tu vois. Et en fait, j'avais complètement intériorisé des choses qu'on m'avait transmises et qu'on m'a transmises sans me dire jamais un mot là-dessus. Et au contraire, en me disant exactement le contraire. C'est-à-dire que entre ce qui était dit et ce qui était ce que notre prof sidekick aime bien dire, entre le programme officiel et le programme officieux, il y avait un monde. Et donc voilà, donc ça par exemple dans la transmission, il y a aussi tout ce qu'on transmet à travers la culture, à travers l'éducation, Parce que ça m'évoque, qu'on n'assume pas. Un travail que je fais normalement sur la relation à l'argent, où là il y a beaucoup de choses qui se jouent. Bah oui, on nous transmet tellement. En fait voilà, tout limite, c'est super, c'est un sujet fourre-tout, je pourrais y mettre ce que je veux. Ouais. Tout est transmission. Ouais, complètement. Donc, bon, tu nous diras comment ça résonne. Exactement, mais pressé de continuer à écouter. C'était cool de refaire un épisode avec toi. Très cool, toujours. À bientôt. Ciao.